Ok. Alors, Bonsoir, me voilà. bonsoir Laura. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver ici ce soir sur Zoom. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura Massis, je suis experte en leadership et en visibilité en prise de parole. Et ce soir avec Annabelle, eh bien, nous avons choisi Zoom pour justement créer davantage de connexions, davantage de liens. Donc si vous le souhaitez, je vous invite moi vraiment à ouvrir vos caméras, montrez-nous vos visages, montrez-nous vos sourires. C'est important de ne pas parler, pour nous en tout cas, à un écran noir. Soyez évidemment en douceur par rapport à ça. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, mais sachez que pour nous, c'est toujours très agréable d'avoir de vrais visages et de gens qui sont là en face de nous. Sachez également que les micros sont éteints juste à la fin du webinaire, mais vous avez la possibilité, bien sûr, de nous écrire dans le chat. C'est pour éviter qu'il y ait évidemment des dissonances. Dites-nous un petit peu dans le chat pourquoi vous êtes là ce soir et surtout ce qui vous a attiré sur ce thème. Et en attendant vos écrits et bien sûr tous vos mots, j'ai le plaisir écoutez, et l'honneur de recevoir Annabelle Louba-Kermoal qui est notre invitée, notre hôte ce soir. Bonsoir Annabelle. Bonsoir Laura. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi et bonsoir à tout le monde. Merci d'être là si nombreux ce soir. En tout cas, c'est une vraie joie de te recevoir et surtout de parler de ce sujet. Alors, il y a déjà des mots qui arrivent, burn-out, je réfléchis, je suis en pleine dépression, j'ai envie de savoir ce qu'il en est pour guérir ces blessures relationnelles. On va parler bien évidemment de tout ça. Mais ce soir, ce qu'on va évoquer, c'est évidemment avec toi, Annabelle, la libération, la transformation émotionnelle, la relation bien sûr à soi. Avant d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours et pourquoi tu es là finalement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es prise de passion pour ce thème? Eh bien, parce qu'évidemment, j'ai été blessée, j'ai des blessures relationnelles et j'en suis très consciente depuis très longtemps. Et je n'ai eu de cesse durant tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui de chercher des solutions, non pas pour me débarrasser de ces souffrances, quoique c'était peut-être mon intention cachée au départ, mais pour en tout cas faire en sorte de vivre mieux avec. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis de longues années, ces blessures sont ce que je vois en premier, en fait, mais parce que je les vois chez moi et que euh, ça n'est pas un défaut pour moi, pas du tout. C'est au contraire une richesse, c'est euh, un endroit par où la lumière peut entrer et peut nous permettre de nous connaître mieux. Donc c'est vrai que c'est une thématique que j'affectionne beaucoup, qui n'est pas du tout repoussoire pour moi, bien au contraire. Et c'est généralement avec cette plainte que les personnes viennent me consulter la première fois. Euh, C'est-à-dire, elles ne se reconnaissent pas bien ou elles ne se comprennent pas dans leur réaction dans certaines relations. Et c'est le démarrage souvent de l'exploration qu'on va mener ensemble. Oui. Alors, je vais faire un rapide parcours et puis un résumé surtout de ton parcours de vie. Tu es coach de vie spécialisé en coaching thérapeutique intégratif. Tu vas nous expliquer ce qu'on entend sous ces mots-là. Tu as une formation très solide en psychologie transpersonnelle, mais aussi en psychologie corporelle. Et c'est très important, bien sûr, d'avoir les deux. Toi, tu as exploré, je dirais, une multitude de techniques pour accompagner, en tout cas, au mieux les personnes. Tu es aussi maman de trois adolescents, et ça c'est important pour moi de le mentionner parce que c'est déjà une très belle école de vie, et c'est vrai qu'il y a souvent des miroirs de blessures chez nos enfants, bien évidemment. Et ça fait 17 ans que tu accompagnes des personnes, des hommes et des femmes dans ce parcours qui est un parcours de vie aussi, un parcours de transformation. Est-ce que tu peux nous décrire avec un petit peu plus de précision les personnes qui viennent te voir, les personnes que tu rencontres et quelles sont finalement leurs attentes quand elles viennent te voir? Alors, si je devais schématiser et
c'est un peu compliqué pour moi parce que chaque personne est vraiment un univers très particulier et en même temps, la souffrance humaine est universelle. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes choses qui nous font mal à tous et toutes. Euh, donc, ce que je dirais, c'est que généralement, les personnes viennent me parler d'une plutôt d'une dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire on n'arrive plus à réguler des émotions fortes, intenses dans certaines situations, et ça commence à avoir des conséquences plutôt embêtantes ou même carrément négatives, que ce soit dans le travail ou dans la vie privée. Ce que j'entends aussi beaucoup, c'est le témoignage d'une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi. Voilà, comme si à 20 ans, 25 ans, bon, on pouvait un petit peu compter dessus, et puis au fil des années, comme si, comme ça s'étiolait, et évidemment, ça s'accompagne d'une tristesse, de regrets et d'angoisse pour l'avenir, Mm. d'accord? Parce que ce sont des moteurs dont on a besoin. J'ai aussi beaucoup de personnes qui ont un sentiment d'insatisfaction, une perte de sens et aussi, j'entends souvent, je ne sais pas quelle est ma place. Oui, Voilà, donc c'est classe. ça paraît être un petit peu comme ça, peut-être pas très grave et pas très précis, mais en fait, quand vous ressentez ça constamment, du matin jusqu'au soir, au travail, avec vos amis, en famille, même l'été quand vous êtes en vacances, évidemment que c'est problématique. Et évidemment que, alors bien sûr, ça va avoir des conséquences somatiques, hein, c'est-à-dire sur le corps. Quand quand vous ne vous aimez pas ou pas beaucoup, quand vous n'êtes pas très fier de vous, euh, votre corps va prendre le relais et l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Au début, doucement, et puis si on n'écoute pas, on n'entend pas et on ne fait rien de nouveau, un peu plus fort. Et voilà, ça c'est aussi ce que je remarque beaucoup. Je dirais aussi que les personnes qui viennent me voir sont toujours des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui cherchent depuis longtemps, qui ont beaucoup de courage et qui font beaucoup par elles-mêmes, beaucoup toutes seules, et qui savent d'ailleurs que les choses viendront d'elles. C'est-à-dire qu'elles sont pas en attente d'une baguette magique. Euh, Elles savent qu'il va falloir peut-être découvrir des nouvelles informations, les mettre en place. Euh, mais il y a quelque chose qui les porte qui est peut-être du domaine de l'espoir ou en tout cas d'une intuition qui leur fait dire que elles n'ont pas à rester Oui. dans cet état d'être-là. Mm. Alors justement, cet état d'être, on va rentrer tout à l'heure bien sûr dans le concret, hein. Il y aura une méditation guidée, on va vous présenter pas mal de choses, mais c'est très important pour moi de savoir ce que tu constates, hein, chez ces personnes-là pour savoir justement comment est-ce que l'idée c'est de mieux appréhender et après d'aller ressentir. Mais je pense que c'est toujours important et je pense que tu vas être d'accord avec ça, d'expliquer ce qui se passe, ce qui se joue et ensuite bien sûr nous allons aller voir ce qui se passe dans notre ressenti. Tu utilises différentes techniques chez toutes les personnes, hein, et dans tes coachings qui fait de toi une coach assez singulière. Et j'aimerais que tu nous précises quelle technique tu utilises et comment est-ce que finalement on voit ton unicité là-dedans. Alors oui, c'est vrai que je suis un peu particulière et d'ailleurs il m'a fallu de longues années pour accepter et assumer cette différence que je vivais plutôt mal dans mes jeunes années, comme mes trois adolescents d'ailleurs aujourd'hui. Euh, je- j'ai toujours été très intuitive. Mais c'est une intuition quand vous êtes tout jeune qui est compliquée à gérer. Personne ne vous explique ce que c'est, vous savez pas très bien quoi en faire et votre ressenti est toujours tellement intense que ça peut rendre même les interactions avec les autres un petit peu compliquées.
Donc, je dois dire que cette particularité-là, elle était un petit peu difficile pour moi quand j'étais jeune. Donc, ce que je faisais, c'est que je m'échappais avec mes animaux dans la contemplation, dans la nature et dans des discussions avec avec quelque chose de plus grand que moi, qui me répondait peut-être pas avec une voix, mais que je sentais très enveloppant et très présent. Ça, c'était mon enfance. Ensuite, à l'âge de 17 ans, je suis partie vivre aux États-Unis. Donc, j'ai été, en fait, dès l'âge de 17 ans et jusqu'à mes 28 ans, j'ai été immergée dans la culture américaine qui m'a profondément marquée parce qu'à 17 ans, on est tout jeune et notre cerveau n'a pas encore terminé son développement. Donc, j'ai vraiment absorbé tout ce que j'ai vu, compris et ressenti là-bas, ce qui évidemment a encore renforcé ma différence quand je suis ensuite rentrée en France, parce que c'est la terre du développement personnel, c'est la terre de l'expression, de la liberté d'expression, de la liberté de foi. C'est la terre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on essaye, on y va, on tente, on échoue, on se relève. On dit là-bas que l'échec est un diplôme, évidemment très 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 différent de notre culture euh, française ou européenne. Et puis, ce mélange aussi dans cette culture qui m'a ouvert énormément à la différence et finalement à la fraternité. Voilà, cet autre qui n'a pas la même couleur de peau, qui ne mange pas les mêmes plats que moi, qui n'a pas les mêmes rites, euh, ressent exactement les mêmes choses que moi dans les mêmes situations. Et ça, donc, j'en ai eu conscience très 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 tôt. Et je me suis sentie très à l'aise avec tout ça. Et depuis, je suis restée très fidèle à cette culture. Je ne souscris évidemment pas à tout ce qui peut se passer là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que le développement personnel et spirituel qui était déjà très présent aux États-Unis à ce moment-là, eh bien, voilà, j'ai commencé à lire mes premiers livres, à rencontrer mes premiers enseignants euh, très jeune et ça m'a tout de suite énormément parlé et nourri puisque j'étais en recherche depuis toute petite de solutions euh, pour toute cette souffrance que je ressentais autour de moi et que je vivais moi aussi, évidemment. Est-ce que tout le monde a des blessures relationnelles? On va revenir hein, sur les techniques, bien sûr, mais est-ce que tout le monde a des blessures? Est-ce que c'est universel d'avoir des blessures prégnantes relationnelles? Oui, nous avons tous et toutes été blessés, mais ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas quelque chose de honteux. Ça fait partie de notre nature humaine. Euh, Nous sommes arrivés tout neufs, tout innocents, dans une grande faim et une grande soif de liens. Et ces liens n'ont pas toujours donné ce que nous attendions pour différentes raisons. Je voyais une publication l'autre jour qui disait euh, que voilà pardon, c'était au sujet des parents. Voilà, c'est aussi une thématique qui est un peu compliquée à aborder, notamment en Europe et en France. Euh, et pourtant, il faut l'aborder. Euh, Je vais donner un exemple, une maman, par exemple, qui pendant sa grossesse est un peu triste parce qu'un membre de sa famille est éloigné ou bien est malade, ou un papa qui a des problèmes au travail ou qui ne voit plus certains membres de sa famille en raison d'un exil, d'une guerre, etc. Toutes ces choses-là qui sont donc la vie ont un impact très important sur leur disponibilité à leur nouveau-né. Et ça, pendant les 2 premières années de vie, qui sont vraiment la vie intra-utérine, la naissance, les 2 premières années sont très, très, très fondatrices euh, pour justement ces blessures. Donc oui, nous avons tous été blessés dans nos premiers liens. C'est ce qui fait de nous des êtres humains
Et c'est aussi ce qui fait que durant notre vie, nous allons être attirés par certaines personnes ou par certaines thématiques, nous allons être en recherche, nous allons essayer de comprendre des choses et puis de nous améliorer, de nous réparer. Et ce faisant, nous devenons meilleurs, nous avons plus de compassion pour nous, pour les autres, et nous pouvons entraîner les autres aussi dans cette compassion pour soi. Donc oui, nous sommes tous blessés, ça n'était pas volontaire, on n'a pas fait exprès de nous blesser, c'est la vie qui veut ça, c'est la nature humaine et je trouve que plus tôt on en est conscient et plus tôt on part à la découverte de ces blessures, de ce qu'elles ont créé en nous et de comment est-ce qu'on peut aller réparer et embellir tout ça, mieux c'est. Hmm. Alors justement, moi, tu sais que on se connaît pas très bien, mais en tout cas, les personnes qui me suivent, et j'ai fait beaucoup de webinaires sur ces thématiques-là, j'aime beaucoup allier la théorie et l'émotionnel. Et tu souhaitais nous proposer une méditation, partir justement sur une méditation guidée pour eh bien, nous connecter à notre espace intérieur. Donc, nous allons, si tu en es d'accord, partir avec toi dans ce voyage. Et ensuite, bien évidemment, nous reviendrons dans notre mental hein, et nous irons expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous rappeler le protocole de cette méditation guidée et ce que tu attends surtout de cette méditation et quelle est l'intention? Alors quand on parle de blessure et d'être blessé, on parle en fait de fragmentation de la psyché. Et cette fragmentation, encore une fois, est tout à fait naturelle. Elle est chez chacun d'entre nous. En revanche, nous pouvons en être conscients et nous pouvons ensuite euh, œuvrer à la réunification de ces parties fragmentées. Donc, cette méditation que je vous propose là maintenant, qui va pas durer très longtemps et vous n'avez pas besoin de savoir méditer pour vous y essayer, c'est simplement pour aller découvrir une partie de nous euh, que peut-être la plupart des personnes ici ce soir connaissent bien. C'est la partie critique, notre partie critique. Et donc, je vais vous proposer de partir à l'intérieur de vous et de tenter de rencontrer cette partie critique et puis de voir ce qui se passe. C'est simplement une découverte avec curiosité et bienveillance. Il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a rien à rater ou à réussir, mais c'est simplement pour vous emmener un petit peu dans cet espace-là, qui est votre espace. Et pour nous faire découvrir aussi comment tu travailles. Parce que c'est ça aussi l'objectif de ce webinaire. Donc, ben, je te laisse la main. Ah bien, alors je vais vous proposer de prendre quelques respirations profondes ou lentes, si ça vous aide à revenir à vous. Peut-être fermer vos yeux également. C'est certainement ce que je vais faire moi aussi. Et en suivant votre souffle qui permet à vos épaules de se détendre, à vos cervicales peut-être aussi de se détendre un petit peu, puisque c'est la fin de la journée, d'habiter complètement votre corps, ce corps merveilleux qui vous soutient, qui est là pour vous, et de revenir à vous et d'entrer dans cet espace intérieur qui est le vôtre, comme si vous plongiez en vous dans cet espace qui commence sous les clavicules. C'est un espace où on n'a généralement pas vraiment l'habitude d'aller, et pourtant, il est merveilleux, il est passionnant. Et donc, je vous propose, en étant attentif à ce que votre souffle soit toujours tranquille, je vous propose de vous connecter à votre partie critique, de penser à elle, d'entrer en contact avec elle, tranquillement, avec curiosité et bienveillance, simplement pour mieux la connaître. Et peut-être qu'il y a une zone de votre corps
qui attire votre attention là maintenant. Ça peut être une sensation, une émotion, une pensée dans votre corps ou autour de votre corps, une zone particulière, un organe. Et simplement de rester présent à cela, toujours avec cette intention de rencontrer cette partie critique. Si vous vous sentez un peu mal à l'aise ou agacé, impatient, si vous avez envie de vous distancier d'elle, ce qui est parfaitement naturel, généralement on n'aime pas beaucoup cette partie-là de nous, eh bien dites à ces autres parties que vous les comprenez, que vous les accueillez, qu'elles ont leur place, mais demandez-leur si elles veulent bien vous laisser un peu d'espace à l'intérieur pour pouvoir rencontrer cette partie critique. Et voyez si elles peuvent se détendre un petit peu et vous laisser poursuivre votre rencontre. Si elles ne sont pas d'accord, alors vous pouvez commencer à dialoguer avec elles et leur demander ce qu'elles veulent que vous sachiez à leur sujet. Et si elles se détendent un peu, si elles vous laissent un peu d'espace, vous revenez à cette partie critique que peut-être vous avez réussi à identifier dans votre corps, et sinon, ça n'est absolument pas grave. Et cette partie critique, c'est peut-être la première fois que vous vous intéressez à elle, que vous ne la rejetez pas, que vous restez là, présent. Donc c'est nouveau pour elle. Peut-être que vous la visualisez, qu'elle a une forme ou pas. Peut-être que c'est une sensation dans votre corps. Mais vous restez bien présent et vous lui témoignez votre appréciation. Parce que cette partie critique est une partie protectrice de votre système intérieur. Son intention est et a toujours été positive. Vous pouvez lui témoigner votre gratitude et lui indiquer que vous reviendrez bientôt prendre de ses nouvelles et apprendre à mieux la connaître et peut-être découvrir pourquoi elle fait ce qu'elle fait et de quoi elle vous protège. Montrez-lui que vous êtes à l'aise et que vous reviendrez. Et voyez comment elle réagit. Et quand vous sentez que c'est le moment, vous pouvez retrouver le contact du sol avec vos pieds, le contact de votre dos avec votre fauteuil et rouvrir vos yeux quand vous êtes prêt. Alors, Laura, pardon, je rouvre ton micro. Et voilà.
Ça nous a laissé le temps, en tout cas, d'atterrir. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat tout ce qui s'est passé pour vous. Je crois que c'est très important, bien évidemment, pour Annabelle, hein, d'avoir vos commentaires, vos mouvements dans le corps, être bienveillant avec soi-même. N'hésitez pas, hein. Claudia nous dit que l'expression partie critique, on va rebondir sur cette question, n'est pas assez explicite pour elle. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Donc, je pense qu'on va partir de cette question et après, bien évidemment, on reprendra vos commentaires. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, il est en effet peut-être au départ un peu compliqué euh, d'envisager que nous avons des parties. C'est-à-dire qu'on peut être tenté de dire je suis critique avec moi-même, je suis dur avec moi-même, je me juge, je me houspille, je ne m'encourage pas, je ne me soutiens pas, je me critique. Mais en fait, je est multiple. Et il y a en chacun d'entre nous une partie critique. Alors il y a une partie critique en interne et il y a une partie critique vis-à-vis de l'extérieur. Et ce sont des parties protectrices. Et généralement, tout le monde est à peu près conscient de sa partie critique qui va nous tomber dessus euh, quand on s'y attend pas, évidemment. Ça peut être au moment d'entreprendre quelque chose de nouveau, au moment de s'exprimer devant des personnes, au moment de donner son avis. Euh, mais ça peut être pour des choses même très triviales. Moi, j'entends parfois des personnes dire à haute voix, mais qu'est-ce que je suis bête? C'est la partie critique. J'aimerais donc, on va regarder quand même quelques petites expressions. Zone du cœur, cœur qui bat fort également. Il y a quelqu'un qui a eu des larmes. J'ai senti ma partie critique à travers une contraction du haut du crâne, sourcil froncé. Cécile qui nous dit, j'ai senti une vraie congestion dans les poumons. Donc, c'est intéressant quand les parties physiques, finalement, se révèlent à travers notre esprit critique, à travers notre zone critique. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là? Le, la transformation, la réparation, la réunification n'aura pas lieu dans notre partie intellectuelle, pensante et analysante, qui est aussi une partie protectrice. Elle est très utile, mais ce n'est pas elle qui guérit et répare. Donc, rencontrer nos parties se fait dans le corps. Voilà, la rencontre ne peut pas avoir lieu ailleurs. Et vous voyez, vous êtes nombreux à avoir ressenti, et bravo et merci de votre confiance et de vous être prêtés au jeu, alors que nous sommes là tous ensemble, évidemment. Et euh, en fait, quand vous retournez votre attention vers vous-même et à l'intérieur de vous-même, vous allez rencontrer toutes ces parties et elles vont se montrer à vous souvent par des sensations. Et alors ça peut être très subtil, très léger, et puis parfois ça peut être plus prononcé. Et plus vous prenez l'habitude de ce genre de rencontres, plus il est facile de les reconnaître parce qu'elles se font connaître et vous commencez à en avoir l'habitude. Quelqu'un me disait l'autre jour, mais comment est-ce que je sais si c'est mon mental qui invente ou si c'est la réalité de ce qui se passe? Bon, mais ça, c'est une partie qui pense ça. C'est pas nous, hein. C'est le doute. C'est la peur de rater, de pas faire bien, de pas y arriver. D'accord? Donc en fait, on va toujours accueillir les différents mouvements, les et si, mais si, etc. On les accueille avec beaucoup de bienveillance. J'imagine que pour vous tous, ça doit être peut-être un peu nouveau d'offrir de la bienveillance à la partie critique parce que elle peut être très embêtante, elle peut nous gâcher la vie complètement, Euh, elle peut gâcher beaucoup de ce que l'on entreprend ou de ce que l'on vit avec les autres. Les autres peuvent ne pas se rendre compte du pouvoir de notre critique intérieure et pourtant nous, on en est très conscient, mais on va pas en parler. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Je trouve aussi que, évidemment, la culture européenne, française est très critique.
Hein, nous sommes passés dans un système de formation, nous avons une éducation qui est exigeante et très critique. Donc nous avons banalisé tout ça. Et donc nos critiques intérieures sont très fortes. Il y a Philol qui nous dit une partie intellectuelle, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire le mental? Est-ce que tu peux... Oui, on peut appeler ça comme ça. C'est une partie qui analyse tout, qui pense, qui réfléchit, qui en fait veut contrôler. Hein. Euh, nos parties sont... Alors, est-ce que c'est le moment, Laura, de donner un peu une typologie des différentes parties? On y va? Oui, oui, de toute façon, on est dans Voilà. le... hein, Donc, alors cette typologie vient d'une approche psychothérapeutique qui s'appelle l'IFS, système familiaux intérieur, qui est une approche qui a été développée en 1980 aux États-Unis par un euh, psychologue thérapeute familial. Euh, En fait, cette approche vient de la théorie des archétypes de Jung, hein, ou et de la psychosynthèse d'Assagioli, donc le disciple de Jung, c'est-à-dire la multiplicité de l'esprit. Euh, et si on devait catégoriser ces parties à l'intérieur de nous, eh bien, on peut dire qu'il y en a trois. Alors, il y a la catégorie des parties protectrices. C'est le cas de cette partie critique que je vous ai invité à rencontrer. Elle est pénible, mais elle est là pour assurer notre protection. Il y a deux types de parties protectrices, des parties protectrices de première ligne, si on peut dire, euh, qui gèrent notre quotidien, et puis des parties protectrices extrêmes qui, si la situation est intolérable et trop difficile, vont réagir. C'est ce qui va donner, par exemple, nos réactions soi-disant disproportionnées. Ou si voilà, des explosions de colère, de rage, des personnes qui ont des accès de violence, mais on parle aussi, par exemple, des addictions, la mutilation, euh, voilà, par exemple, la dépression aussi, hein, qui masque, qui engourdit tout. Donc ça, ce sont les parties protectrices. Euh, L'autre catégorie, on appelle ça les exilés, c'est-à-dire ce sont les parties les plus blessées. C'est elles qui sont protégées par les parties protectrices. On n'a généralement pas accès à elles parce que les protectrices font très très bien leur travail et font écran. C'est-à-dire que leur objectif, c'est que jamais les fardeaux émotionnels, donc les croyances et les émotions très difficiles de ces parties vulnérables, ne se réactivent. D'accord? Donc on a les protectrices, les exilées, c'est-à-dire les parties les plus Certainement, vulnérables. Et mais puis, effectivement, oui, on peut aller quand même les déceler avec le travail que tu fais. oui, oui, D'accord. Ouais. parce que c'est un travail où il va falloir négocier avec les parties D'accord. protectrices pour Ok. qu'elles nous donnent l'autorisation d'atteindre les exilés et qu'on puisse aller les réparer, en fait. Exactement. Les protectrices, les exilés, et je te laisse terminer. Oui. Et la dernière partie, entre guillemets, on appelle ça le self. Donc self en anglais veut dire soi, mais en français ils ont décidé de garder ce mot de self. Le self, c'est le divin en nous, si j'ose dire, parce que moi ça me parle beaucoup. C'est cette essence en nous qui est intacte, qui n'a jamais été blessée et qui a le pouvoir de guérir. Et cette partie-là, peut être en fait mélangée avec les parties protectrices, masquée, et donc la personne peut croire que ça n'existe pas en elle. Hmm. Or, c'est en chacun d'entre nous, et en faisant d'ailleurs ce travail de permettre aux protecteurs, protectrices de nous expliquer quelle est leur mission, quel est leur rôle, pourquoi elles font ce qu'elles font. Euh, et peut-être de nous donner accès aux parties vulnérables qu'elles protègent pour que nous puissions les prendre en charge. Mais c'est le self qui va les prendre en charge. Euh, et donc, faire grandir ce self et faire que la personne découvre ses ressources intérieures qui sont absolument exceptionnelles. Euh, je peux euh, vous décrire les qualités du self que vous allez reconnaître tout de suite. On appelle ça les 8 C. Alors j'ai une petite note parce que parfois j'en ai 7 ou 6. Parfois j'ai pas les 8. C'est la clarté, le courage, la connexion, la créativité, la confiance,
la curiosité et le calme et la compassion. Voilà, ça, c'est sur les 8 qualités du self, c'est ce qui le caractérise. C'est en chacun d'entre nous, qu'on ait vécu des choses très difficiles dans l'enfance ou pas. Euh, et ça, je dois dire que, voilà, d'accompagner les personnes de cette façon-là, de découvrir leur self, de faire qu'elles le découvrent et qu'elles prennent confiance dans le fait qu'elles ont en elles ces capacités immenses de guérison. Bon, ça, c'est évidemment, je suis aux premières loges de quelque chose de très beau et j'ai beaucoup de chance et je le sais, Et est-ce que tu pourrais définir, c'est une question de Cécile, les bien exils? sûr. Oui, euh, les exilés sont toujours dans cette idée de fragmentation, hein, c'est-à-dire que nous vivons des situations, alors évidemment, ça se passe plutôt dans l'enfance, parce que c'est dans l'enfance que nous sommes très fragiles euh, et dans un immense besoin de lien et d'attachement. Euh, Et quand les situations ne vont pas nourrir notre besoin de lien et d'attachement, ou même vont venir abîmer cet attachement et ce lien, il y a fragmentation et on a un exilé avec ses fardeaux émotionnels qui sont les croyances qui vont se créer à ce moment-là et ses émotions douloureuses. Et autre phénomène, la naissance de parties protectrices qui sont là pour l'entourer et le protéger. Concrètement, donne-nous des exemples de situations, si tu veux bien, pour que les personnes comprennent bien de quoi tu veux parler, surtout qu'elles, qu'elles puissent identifier les leurs. Alors, je vais peut-être donner un exemple un peu fort, mais pour que les choses soient très claires, une personne qui a été abusée sexuellement quand elle était jeune, euh, l'exilé va porter le fardeau de croyances comme je ne vaux rien, je suis invisible, je n'ai pas le droit d'exister, je n'ai pas le droit à la parole, euh, personne n'est là pour me sauver. Je ne peux plus faire confiance à personne, accompagné d'émotions évidemment très douloureuses. La première desquelles étant la honte, qui est l'émotion une des plus douloureuses à porter. Et vont se former ensuite des protections pour protéger cet exilé qui ne peut pas se défendre et se protéger après un événement comme ça. Et les protections vont être multiples, il n'y en a pas qu'une seule évidemment. Et on peut par exemple trouver la dépression qui va engourdir le ressenti de la personne dans son quotidien, dans son présent. On peut trouver l'amnésie traumatique dont tout le monde a entendu parler, c'est-à-dire la personne ne se souvient pas des événements ou des détails de l'événement. C'est une protection psychique, évidemment. D'accord? Donc voilà pour un exemple peut-être un petit peu fort. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple? Euh, une jeune femme qui, dans son adolescence, a eu un père qui n'était pas sécurisant. Hein, la sécurité vient du père, qui n'était pas sécurisant et qui, au contraire, l'a insécurisé parce qu'il explosait dans des colères incroyables et parce qu'il l'utilisait comme il y a une personne comme ça dont je me souviens, c'est-à-dire que elle n'existait dans le regard de son père que pour certaines choses, mais pas pour qui elle était. Hein, donc ce côté comme ça conditionnel, d'un amour conditionnel, a fait que cette jeune femme a développé donc son exilé, ben, c'est une jeune femme qui est déçue, qui est triste, qui se sent abandonnée, qui trouve que c'est injuste, qui a l'impression de ne pas avoir de père. Et une partie protectrice va se créer qui va être très masculine, très yang, euh, très dans le contrôle et qui va, par exemple, lui permettre de performer, de devenir quelqu'un de très performant intellectuellement, mais qui va aussi empêcher d'autres hommes de se rapprocher trop près affectivement d'elle, parce qu'il ne faut pas que son exilé qui a souffert se réactive.
Voilà, pour donner un exemple un peu plus courant que l'on voit beaucoup, beaucoup dans les relations en fait, hein. Les parties sont très visibles en fait, très à l'œuvre dans nos relations affectives, mais aussi nos relations professionnelles. Voilà. On utilise souvent le mot défense. Est-ce que c'est pareil que protection? Est-ce que tu peux nous faire une... Oui, oui. En fait, ce que j'aimerais, moi, mon objectif, hein, toujours, et notamment ce soir, c'est de surtout pas être dans le jargon qui n'intéresse personne, mais de faciliter la compréhension, la clarté et l'acceptation de toute cette information qui peut être, je le sais, peut-être parfois un petit peu déstabilisante. Donc, les parties protectrices, je les appelle les défenses pour que ce soit plus facile, et les exilés, je les appelle les parts blessées, nos blessures ou les parts vulnérables, voilà, parce que ça parle à tout le monde. Exilé ne parle pas forcément à tout le monde. Même si la nuance est intéressante aussi parce qu'en fait, ils sont véritablement exilés, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contact avec eux. Oui. Euh, J'aimerais qu'on aille encore plus comprendre ces trois finalement parties, et on peut parler de parties, ces trois chapitres finalement qu'on a tous. Mhm. Là, tu as envie qu'on soit en reliance avec finalement notre self. Euh, je crois que c'est ça la compréhension, hein, en tout cas du webinaire. Euh, on a décidé, et c'est toi, hein, qui a accepté de faire ça, de nous offrir une mini séance individualisée pendant ce webinaire. C'est assez rare, hein, de faire ça, mais comme ça, on va vraiment plonger au cœur de ton travail, et ça va intéresser évidemment tout le monde. Je crois que tu voulais évidemment ajouter un petit mot avant qu'on visionne cette Oui, 5 minutes. je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit pour se porter volontaire pour une mini-séance filmée à des fins pédagogiques. Je n'ai pas pu évidemment le faire avec tout le monde et je voudrais remercier infiniment François qui est peut-être là ce soir ou pas, qui s'est prêté au jeu et qui m'a fait confiance et qui a accepté que l'on diffuse cet extrait ce soir. C'était une séance d'1 heure et demie et nous avons réalisé un petit clip, un extrait de 5 minutes 39, je crois, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Euh, et nous avons gardé un extrait euh, où nous abordons la rencontre avec les parties protectrices. On D'accord? va Alors, regarder je vais... toutes vos questions. Juste, je fais une petite parenthèse. Ne vous inquiétez pas, on va prendre les questions évidemment tout à l'heure, mais j'essaye de faire et rester dans l'ordre quand même pour qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Donc, Merci, Laura. Donc, si on revient bien à vous, vous revenez bien dans votre corps. Donc, on a toutes ces parties qui se sont exprimées. Mais maintenant, on va en choisir une pour entamer un dialogue avec elle. Et bien sûr, vous êtes attentif à toutes les autres, mais on leur demandera de vous laisser l'espace pour pouvoir rencontrer la partie qui maintenant demande votre attention, a le plus besoin de vous maintenant. Donc, où est-ce que vous la percevez dans votre corps maintenant, sans savoir laquelle c'est exactement, juste la zone Ouais. du corps, Elle est là, dans la au poitrine. niveau du cœur. Mhm. Ouais, Très bien, dans cette zone-là. très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette sensation ou nous décrire cette partie si vous avez accès à elle de façon visuelle ou kinesthésique ou auditive? Comment Voilà. vous la percevez? Et bah, je l'aperçois là. Oui. Euh, Et cette sensation, elle est comment? Elle est agréable, elle est désagréable, elle est ouais, oppressante, elle est légère? elle est plutôt Oui. agréable. Je sens quelque chose de Mhm. plutôt tranquille. Et puis en fait, Oui. assez spontanément, euh, c'est une part que j'affectionne, quoi. C'est une part de moi que j'aime bien. Et du coup, je Hmm. vois que j'ai mon affectif qui est là aussi en lien avec cette part, quoi, qui s'exprime dans la même zone, en fait. Donc retournons dans votre poitrine et simplement demandez-lui ce qu'elle voudrait que vous sachiez à son sujet. Et prenons le temps de laisser venir les informations qu'elle partage.
Ben là, ce que je perçois, c'est comme si elle me disait il y a très longtemps qu'elle existe en moi, en fait, que je vois comme une part enfant qui aime vraiment rencontrer, qui aime découvrir. Et là, voilà, les autres personnes. Alors, comme c'est une partie protectrice, est-ce que vous pouvez lui demander ce qu'elle protège? De quoi est-ce qu'elle a peur? Qu'est-ce qu'elle craint, finalement? Ah oui, alors là, elle me montre plein de situations relationnelles désastreuses, on va dire, où il y a de la Hmm. colère, il y a de la violence, et que elle veut m'éviter de vivre, de revivre des situations comme ça. Oui. Et puis elle m'a montré, avant que vous posiez la question, elle m'a montré une situation justement avec ma sœur aînée, quelque chose en moi qui a gardé ça en travers de la gorge, quoi. Alors, revenez à cette partie pour la remercier de cette information qu'elle vient de vous donner, pour la confiance qu'elle vient de vous montrer. Montrez-lui aussi que vous comprenez ce qui s'est passé dans cette situation, et demandez-lui si elle protège cet enfant. Elle me dit, oui, je veux pas que tu te fasses manipuler. Je, Mhm. veux que- je veux protéger ta liberté en quelque sorte. Voilà. Remerciez-la bien pour tout ça. Prenez cette distance tranquillement, une petite distance qui permet à chacun d'exister individuellement et qui permet le dialogue. Hein, quand on est amalgamé, mélangé, le dialogue ne peut pas avoir lieu. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui pour mieux comprendre et mieux aider. Donc, qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette partie qui vous protège depuis longtemps et qui ne veut pas que vous vous fassiez manipuler? Bon, je l'aime beaucoup, en fait. Mhm. Faites-le lui savoir, dites-le lui bien, montrez-le lui, qu'elle le ressente pleinement. Ouais, je suis un peu amusé parce qu'elle me dit, je sais que tu m'aimes. Bien. Demandez-lui quel âge elle pense que vous avez et ne cherchez pas de réponse, laissez venir tranquillement. Ça peut être elle peut vous montrer un enfant de tel ou tel âge ou elle peut vous donner accès à un chiffre ou un nombre. Ah, il y a le chiffre 12, enfin le nombre 12 qui Très vient. bien, très bien, très bien. Alors remerciez-la bien pour cette information et faites-lui savoir, faites-lui connaître votre âge actuel. Actualisez cette information puisqu'elle pense que vous avez toujours 12 ans. Donc montrez-lui quel âge vous avez, tout ce que vous avez accompli, toutes les choses que vous gérez au quotidien, que vous êtes là maintenant, cet adulte compétent, présent, et voyez comment est-ce qu'elle réagit à cette information. Ouais, elle est assez surprise. Eh oui, Elle est un peu décontenancée, quoi. bien sûr, bien Mm. sûr, c'est une nouvelle information à laquelle elle ne s'attendait pas, qu'elle va Mhm. pouvoir métaboliser. Mm. Me voilà de nouveau. Alors Annabelle, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qui s'est passé pour François? Parce que ça, c'est intéressant d'avoir ton diagnostic là-dessus. Qu'est-ce qui s'est joué pour lui? Donc, on va toujours rencontrer une partie protectrice dans le moment présent et dans le corps. Donc, c'est ce que je l'ai invité à faire, ce qu'il a fait assez facilement, d'ailleurs. Euh, Ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est que François euh, exprime beaucoup physiquement, justement, cette joie de rencontrer cette partie. Et c'est ça qui est toujours assez merveilleux, c'est que ce sont des retrouvailles. Ça paraît étonnant, hein, ce sont des parties qui vivent avec nous depuis toujours, mais comme nous n'allons jamais à l'intérieur, puisque nous vivons toujours à l'extérieur de nous, et que nous pensons que ce sont seulement des pensées aléatoires comme ça qui parcourent notre tête toute la journée, nous n'avons pas idée que ce sont véritablement des sous-personnalités
qui sont vivantes, qui ont des choses à nous dire et avec lesquelles nous pouvons dialoguer. Et ce que j'aime beaucoup dans cet extrait de séance avec François, c'est que on le voit, on assiste vraiment à ce dialogue, à ces retrouvailles qui sont en fait assez agréables. Même s'il peut y avoir des souvenirs, hein, notamment il mentionne un accès à un souvenir d'enfance qui lui était resté en travers de la gorge, euh, le fait de renouer le dialogue, de tisser cette relation avec une partie de nous est toujours bienfaisant. Ouais. Euh, J'aime bien parce que tu parles de retrouvailles. Ça se passe toujours dans la joie ou pas tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où ces moments, on n'a pas tellement envie d'aller les voir finalement? Non, bien sûr, c'est pour ça que euh, j'ai eu une séance ce matin avec quelqu'un qui était en plein désarroi parce que une situation venait de se produire qui le plongeait dans des choses difficiles et je lui ai proposé d'aller faire la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur, hein, parce que quand on réagit à une situation compliquée, euh, en fait, les parties s'amalgament, donc tout est mélangé. Donc évidemment que c'est compliqué de revenir au calme, de revenir à nos ressources, etc. Donc la première étape, c'est de clarifier. Donc qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est en présence? Alors, moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est voilà, de dire je ressens, et puis je ressens ça, et puis je ressens ça. Une partie de moi veut ça, une partie de moi pense ça, une partie de moi réagit comme ça, mais une partie de moi craint cela. Et vraiment, quand vous faites cet inventaire, vous pouvez avoir un très grand nombre de phrases différentes, d'accord? Donc, la première étape, c'est cela. Mais en effet, quand ce sont des parties euh, qui s'expriment dans des intensités émotionnelles douloureuses, évidemment qu'on a tout sauf envie d'aller parler avec. Hein, l'élan naturel de l'être humain, c'est de prendre de la distance avec ce qui fait mal. D'accord? C'est c'est pour ça qu'un thérapeute sert à ça, en fait, hein. Ça sert justement à ne pas fuir ce qui fait mal, mais à plutôt apprendre à s'en rapprocher, à rester présent, à écouter, à prendre en compte, parce que qui a le plus besoin de votre attention et de votre soutien, c'est justement les parts qui vont pas bien et qui souffrent. Hein. Donc, Oui. en effet, ça peut créer des résistances, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'aller rencontrer une part de nous, par exemple, c'était un monsieur. Hein, bon, bah, les hommes, par exemple, il y a des choses en eux qui n'ont pas envie d'aller rencontrer de trop près parce que on est dans une société encore qui demande à un homme de ne pas être trop au contact de sa fragilité, de sa vulnérabilité, de sa tristesse, son chagrin, etc. Même chose pour les femmes, euh, pour d'autres choses. Mais donc, évidemment, on a des résistances à aller les rencontrer. Euh, Moi, j'aime bien cette inversion. Allons rencontrer ces résistances, on verra bien. On verra bien. Et l'issue est toujours, toujours magnifique parce que quand vous vous approchez de parties qui souffrent, qui sont mal, euh, évidemment, ça peut être désagréable une seconde, mais ensuite, c'est l'apaisement qui arrive, c'est le calme, c'est pouvoir se retrouver et retrouver accès à ses ressources. Une fois de plus, j'aimerais qu'on aille vraiment dans le concret par rapport à ça. C'est quand on a quelque chose de disproportionné, une réaction disproportionnée. Hum, Ta réponse, toi, ce serait quoi si tu devais, voilà, il y a une énorme colère par rapport à une personne, par exemple. Qu'est-ce que tu pourrais nous évoquer comme carte à suivre, feuille de route à suivre pour hum. qu'on se sente mieux et être plus apaisé? Alors évidemment, l'idéal, ce serait quand la colère est en train de monter, de s'éloigner du foyer du combat et de ne pas ouvrir la bouche et de ne pas dire ce que l'on va dire. Malheureusement, c'est souvent impossible parce que ça va très très vite. Euh, donc, si on a déjà explosé dans la colère, eh bien, c'est de sortir de la pièce, d'aller s'asseoir, de se retrouver avec soi. Moi, je propose toujours aux personnes au début de leur pratique en autonomie d'utiliser l'écrit, prendre un papier, un crayon et de nommer
tout ce qu'elle ressent à l'intérieur. Voilà, tout ce qui se dit et tout ce qui se ressent à l'intérieur. C'est-à-dire, à l'extérieur, on est dans il n'a pas fait ça, il a dit ça, donc je réagis parce que j'ai raison de réagir comme ça parce qu'il a mal fait. Ça, c'est l'extérieur. Et là, c'est de revenir à l'intérieur. Je me sens, je crois que, j'ai peur que, je pense que, etc., etc. Et c'est là où sont les solutions, les ressources et toute la clarté sur la situation. Si on continue à vivre nos vies seulement à l'extérieur de nous, on n'a jamais accès aux solutions et c'est pour ça qu'on est toujours dans des schémas qui se répètent à l'infini. Et est-ce que tout le monde peut parler finalement à ces différentes parties de soi? Bien sûr, bien sûr, tout le monde le peut si il ou elle en a envie. Ça demande de prendre le temps, ça demande de s'arrêter, ça demande de s'intéresser à soi, ça demande euh, d'être d'être présent à soi et d'avoir un petit peu de courage aussi, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui sont habituées à tout cela depuis très longtemps, qui sont déjà dans des pratiques de retour à soi, et puis des personnes pour lesquelles c'est complètement nouveau. Donc quand c'est complètement nouveau, on peut en effet se sentir un peu intimidé, mais bien sûr, tout le monde peut tendre l'oreille à l'intérieur. On parle de guérir ces blessures relationnelles. On peut les guérir? Vraiment? Oui, oui, Ouais. oui, on les guérit, tout à fait. C'est-à-dire que l'on va euh, Ça veut dire apprendre à quoi guérir connaître. d'ailleurs. Ça veut dire. Oui, ça veut dire, en tout cas, avec cette partie de mon approche qui vient de l'IFS, ça veut dire euh, apprendre à connaître nos parties protectrices, gagner leur confiance, faire qu'elles comprennent que maintenant c'est nous qui sommes en charge, c'est nous qui allons protéger et réparer, et non plus elles. Donc elles se détendent, on les libère de leur rôle, elles ne partent pas, hein, on les libère de leur rôle. Elle nous donne accès aux exilés. Euh, on rencontre les exilés et quand ils sont prêts, parce qu'évidemment on ne force rien, c'est un travail qui est très 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 délicat, très doux. On n'est pas du tout, on ne passe absolument pas en force, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans allez maintenant il faut faire ça. Non non, on demande toujours l'autorisation et on y va pas à pas. On respecte le rythme de l'écosystème intérieur qui est parfait. Hmm. Et Et là, le self de la personne, et cette personne va rencontrer le self, va développer le self, va aller récupérer les exilés, les sortir de là où ils sont restés coincés parce qu'ils sont restés figés dans des scènes du passé. Ça s'apparente un peu au recouvrement d'âme en chamanisme, pour ceux qui connaissent. Et donc, on ramène les exilés, on les sort du passé, on leur permet de décharger leur fardeau émotionnel. Et donc, ils retrouvent leurs qualités innées, qui sont souvent de l'ordre du jeu, de la créativité, de l'insouciance, de la liberté, une grande intelligence, une grande curiosité. Et on a donc ensuite un système intérieur qui est beaucoup plus harmonieux, qui fonctionne beaucoup mieux, et avec les parts qui ont le plus souffert, qui ne souffrent plus. C'est un beau cheminement, en tout cas. Alors, je vous propose qu'on prenne des questions. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les mettre. Je vais les prendre un petit peu au hasard, comme ça, au fil de l'eau. Il y a Marielle, par exemple, qui nous demande comment vous vous y prenez pour... Ah, alors ça a changé. Comment vous vous y prenez pour faire, dans le processus, pour faire intervenir le self? Alors euh, au départ, c'est le self du thérapeute qui est très présent et qui va permettre aux parties protectrices de se détendre et de prendre confiance dans le fait qu'elles sont respectées. On ne passera pas en force. C'est quelque chose qui est très doux. Mais rapidement, on ne veut pas évidemment que la personne dépende du thérapeute. Donc, rapidement, on propose à la personne de reconnaître son self, de
faire que les parties protectrices qui sont amalgamées avec le self, ce qui fait qu'on ne sait plus qui est quoi. Donc on va permettre on appelle ça le désamalgamage des parties protectrices du self. Et donc, euh, la personne, par mes questions, va en fait découvrir son self et agir à partir du self, découvrir qu'elle n'est pas ses parties protectrices ou ses exilés. Voilà. Donc ça se fait très délicatement, doucement, et au bout d'un moment, euh, en fait, quand vous êtes dans votre self, vous êtes infiniment bien. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a rien qui soit trop horrible ou trop difficile, il n'y a que de la présence. Donc, quand la personne entre en contact avec son essence, avec cela en elle, évidemment que il y a un avant et un après, parce que quand vous ressentez ça en vous, euh, et que vous voyez l'effet que ça a sur tout votre système, et qui est un effet durable, évidemment, hein, c'est pendant la séance, mais c'est dans la vie, après les séances, évidemment, vous prenez confiance. Et donc, vous prenez confiance dans le fait de continuer à développer cette présence à vous-même et continuer à faire que cette présence en vous fasse son travail qui est de réparer et d'harmoniser tout ce qui doit l'être. Autre question, un petit peu dans la continuité, le self est-il la connexion à notre âme? Je crois que le self, c'est notre âme. Mais après, nous ne croyons pas tous dans les mêmes choses, nous n'avons pas tous le même vocabulaire pour tout cela, et je crois que c'est important aussi d'être euh, je ne veux pas utiliser des mots qui ferment et qui définissent vos expériences. Votre expérience de votre essence, de qui vous êtes avec une lettre majuscule, elle vous appartient. Parfois, on peut utiliser des mots pour la nommer et parfois non. Et c'est Hmm. très bien comme ça. On part du self pour aller vers les parties protectrices, hein. Je crois qu'on a bien compris les trois strates, hein. Est-ce que c'est pas une forme de carapace, nous demande Bernard? Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, si je me suis brûlée au deuxième degré, une cicatrice une croûte va se former sur ma peau avant de devenir peut-être une belle cicatrice et peut-être pas. Bien sûr, oui, c'est une carapace, évidemment, et nous avons beaucoup de carapaces. Et heureusement que nous les avons. D'accord? Elles étaient utiles. Attention, hein. C'est pour ça on n'est pas là pour rejeter les protections ou pour les supprimer, pas du tout, hein. Mais pour réharmoniser les choses et faire qu'elles ne soient plus coincées dans ce même rôle indéfiniment, parce que maintenant nous prenons le relais, maintenant nous protégeons nous-mêmes. Hmm. Cécile nous demande si tu peux énoncer quelles sont les autres parties protectrices, hein. Je trouve que c'est très intéressant toujours d'avoir du concret. Évidemment, il y a la partie critique, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça dépend des personnes. Vous avez par exemple, la partie qui travaille beaucoup, qui travaille tout le temps. Vous allez peut-être reconnaître certaines Performant? personnes de votre entourage. Voilà, hein, les gens qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler, tout le temps happés par leur travail. C'est une partie protectrice, évidemment, qui doit performer et puis qui permet de ne pas faire autre chose. D'accord? J'ai évoqué la dépression, j'ai évoqué les addictions, on peut parler du contrôle, hein. Beaucoup de personnes connaissent aussi cette partie contrôlante, hein, qui doit tout contrôler, qui n'apprécie pas l'imprévu, qui sont comme ça tendus. On peut parler du perfectionnisme aussi, hein. Euh, euh, tout ce qui va, mais on peut aussi parler de douleur, hein, physique. Ça vient là-dedans aussi. Euh, quand dans cette dernière séance, la partie qui attirait énormément l'attention de mon client, c'était une douleur dans l'épaule. Oui. Il n'était pas en capacité de lui donner un nom. Elle était tellement là, tellement présente. Donc, eh bien, oui, elle nous demande de l'accueillir, elle nous demande de la saluer, elle nous demande de l'accepter, de la considérer. Et puis, quand elle se sent véritablement accueillie, elle va commencer à nous donner des informations. Alors, quand je dis nous donner des informations,
On n'est pas tous pareils, évidemment. Il y a des personnes qui sont très visuelles, donc elles vont voir des choses à l'intérieur d'elles, dans les yeux de leur esprit. D'autres personnes sont très kinesthésiques, elles vont ressentir des choses, des picotements, de l'énergie qui circule, un organe qui tout à coup tressaille, un poids comme ça léger sur les épaules ou à l'arrière de la tête ou sur le front. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de recevoir toute cette information-là. Et puis aussi, plus on pratique, plus on prend confiance dans tout cela, bien plus on est à l'aise avec tous ces signaux et plus on arrive à les décrypter et à ne pas les faire passer par le filtre de la partie intellectuelle qui est une autre partie protectrice. Bien Alors, sûr. il y a une partie aussi dont je voudrais parler parce que euh, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'énergie du féminin et l'énergie du masculin. Et tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui caractérisait un peu les personnes qui me demandaient de les accompagner. Je crois qu'il y a de ça aussi, c'est-à-dire cette, cette complication avec le féminin. C'est-à-dire soit un féminin blessé qui n'a pas permis de se défendre et qui nous a comme trahis, soit peut-être pour des hommes un féminin pas très bien compris et pas assumé parce qu'il enlèverait un peu de virilité, ce qui est évidemment complètement faux. Euh, et ça, c'est vrai que je retrouve beaucoup, beaucoup ça. Et donc, euh, c'est important de récupérer ce féminin, enfin qui est là évidemment, mais en tout cas de mieux le connaître, de mieux le comprendre, et puis de se l'approprier, de le revendiquer et de l'utiliser, parce que c'est absolument fantastique. Hein. C'est pas mieux que l'énergie du masculin, pas du tout, mais ça a été malheureusement tellement, tellement mal jugé, tellement dévalorisé que c'est important maintenant, il nous incombe de lui faire retrouver ses lettres de noblesse, mais pas d'une façon intellectuelle, dans le vécu, dans le ressenti, dans le quotidien. Oui. On revient sur ces protections, une question de Florence qui nous dit, ça peut être aussi des qualités, les détecter, les supprimerait-elle? Non, absolument pas. On ne supprimera aucune de nos parties protectrices. On ne supprimera aucun de nos exilés. D'accord? Notre système est comme il est et il est parfait comme il est. L'objectif, justement, n'est absolument pas de retirer, de tout refaire, de changer, d'enlever. Non, non, non. On est dans l'énergie du self, on est dans la compassion, dans l'acceptation totale, on est dans l'amour inconditionnel. C'est ça qui répare. Donc, elles ont toute leur place, elles ont toute une raison d'être là. Et c'est ce qu'on va découvrir. Et en découvrant tout ça, on a une gratitude et un amour pour elles qui grandit. Parce qu'elles ont enduré parfois des choses vraiment difficiles et elles sont restées seules pendant très longtemps. Oui, et étouffer. C'est-à-dire, au lieu de les étouffer, on les met en lumière. Tout à fait. Ces parties peuvent-elles être transgénérationnelles? Si oui, comment le savoir? Oui, 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 tout à fait. Euh, En fait, ce ne sont pas les parties qui sont transgénérationnelles, c'est leur fardeau. Donc les parties protectrices et les exilés ont des fardeaux, qui sont donc les croyances et les émotions au moment où la situation était terrible et intolérable. Et vous avez les fardeaux personnels de votre biographie, de votre vie, et puis vous avez les fardeaux hérités, qui sont en effet transgénérationnels. Tout à fait. Mm. Et comment est-ce qu'on les reconnaît? Ben, on les reconnaît parce qu'en fait, on vous donne l'information. L'information vous est donnée à l'intérieur. Euh, soit, euh, euh, soit par une image, et vous voyez que ça se passe pas à notre époque, soit parce que tout à coup, vous êtes visité par l'énergie ou la forme, parfois c'est très précis, hein, d'un ancêtre. Mm. Alors, il y a Bernard, une question plus technique, qui nous demande si on peut associer le mot fragmentation à dissonance cognitive ou au conflit de loyauté. Euh, Comment est-ce que je vais pouvoir répondre à cette question qui me paraît peut-être venir de ta part intellectuelle, Bernard? Tu pourras prendre le temps Euh, aussi, hein, si tu peux prendre le temps et répondre dans le chat un petit peu plus tard, hein. L'idée, c'est de euh, accorder ce temps aussi. la fragmentation, c'est la nature de notre psyché, d'accord? Qu'évidemment, je préfère appeler multiplicité parce que, voilà, ça valorise.
parce que vous êtes conscient que vous êtes multifacette, j'espère. Hein. Vous êtes conscient que quand quelqu'un vous dit oh là là, mais pourquoi tu te comportes comme ça maintenant, t'es pas comme ça d'habitude, c'est agaçant. C'est agaçant parce que on n'est pas une identité, on n'est pas une facette, on est multifacette. Euh, et c'est sain, et c'est signe de bonne santé d'être multifacette, tout en pilotant le multifacette. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est qu'on ne veut pas que le multifacette soit complètement incontrôlable, incontrôlé et fasse des dégâts. D'accord? Donc, dissonance cognitive, fragmentation et le Alors, troisième terme, pardon. pardon, moi aussi, j'étais sur une autre question, je vous cache pas. Il faut que je revienne. Bah, si vous pouvez le mettre dans le chat, parce que Ou Bernard, si tu peux mettre ce troisième mot dans le chat. ouais. Pardon, je l'ai perdu. Bah, Bernard. Conflit de loyauté, Ah, voilà. merci, conflit de loyauté. D'accord. Euh, le conflit de loyauté est une partie protectrice. La dissonance cognitive aussi. La fragmentation, c'est donc la multiplicité de la psyché, c'est notre nature. Ouais. Ok, c'était une question finalement assez complexe. Je voudrais qu'on aille maintenant quand même parler de forcément ce que tu proposes parce que tout ça, on peut aller le vivre avec toi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, si cette exploration, hein, bien sûr, vous a intéressé, tu proposes un programme extrêmement complet là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ton accompagnement et nous en dire un petit peu plus sur les deux options que tu proposes? Il y a un programme en ligne et il y a un programme en présentiel. Donc, est-ce que tu peux nous en dire Oui, tout à fait. comment ça se passe? Donc moi, je pense que vous l'aurez compris, j'accompagne sur plusieurs plans, le plan cognitif, le plan émotionnel, le plan spirituel et le plan somatique, le corps. Parce que je suis une praticienne holistique. Euh, je sais que nous ne sommes pas une facette, je sais que nous ne sommes pas un bras droit, une épaule gauche, nous sommes un être global et je souhaiterais tellement que les praticiens de santé puissent eux aussi massivement devenir intégratif et holistique. Holistique, c'est-à-dire nous sommes un être global, et intégratif, c'est nous utilisons plusieurs méthodes et outils. Le coaching thérapeutique intégratif, c'est ça, c'est-à-dire que euh, pour tous ces plans, ces différents plans de l'être humain, il y a des pratiques particulières qui facilitent l'accès à soi, qui facilitent la détente des parties protectrices, qui facilitent la transformation. Donc, dans la douceur, d'accord? Donc, euh, je propose en effet on a déjà un programme en cours et certaines des personnes sont peut-être là ce soir. D'ailleurs, j'ai vu Bernard et Bénédicte rapidement. Merci beaucoup d'être là d'ailleurs, de prendre le temps. Donc en fait, on, on va apprendre d'abord à se relier. Voilà, se relier les uns aux autres. Donc c'est là ce que je propose, c'est un accompagnement collectif. Donc il y en a un qui est en ligne, qui s'étale sur 2 mois, et puis à raison d'une séance tous les 15 jours. Et puis il y en a un autre qui se passe le week-end de l'Ascension à Toulouse et qui dure donc 2 jours et demi. Mais en fait, c'est exactement le même accompagnement. Hein, ce sera aux personnes de voir qu'est-ce qui est plus pratique pour elles, évidemment, parce qu'on est tous très occupés. Euh, mais en fait, il y a toujours 6 séquences à chaque session. D'abord, se relier, créer le groupe, nommer ce qui est vivant en nous et ce que nous venons déposer et ce que nous voulons clarifier et transformer. La reliance est très importante et nommer pourquoi nous sommes là. On a que au début, hein. On- oui, exactement. Et merci d'avoir joué le jeu aussi. C'est tellement important. L'énergie du groupe est absolument fondamentale. J'aime beaucoup l'accompagnement individuel et j'en fais énormément parce que il correspond à des demandes particulières. Euh, et, et on peut aussi ne pas être à l'aise de travailler en groupe. Moi, j'aimerais dire
Et je vais citer le praticien en constellation familiale Éric Laudière, le nous est le carburant de la transformation. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. La transformation est démultipliée en groupe. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je vis depuis que j'anime des groupes. Ça fait très, très longtemps maintenant. Et c'est pour ça que j'aime autant les groupes, parce que c'est d'une richesse extraordinaire et d'une puissance infinie. Donc, la reliance et nommer qui nous sommes, qu'est-ce qui est vivant en nous. Ensuite, nous pratiquons des schémas respiratoires particuliers. Donc, on appelle ça le breathwork. Donc, on pratique des schémas respiratoires qui vont permettre de réguler le système nerveux, qui vont permettre de se relaxer très profondément ou au contraire de s'énergiser fortement parce qu'on veut les deux. D'accord? Donc ça, c'est important et on va le faire à chaque session. Euh, Ensuite, nous avons la pratique de la méditation. On n'a pas besoin d'être méditant pour participer, évidemment. Pourquoi la méditation est intéressante? Parce que pour quelqu'un qui peut-être en est encore au début de sa relation à lui-même ou à elle-même, la méditation est un outil formidable, hein, qui veut dire devenir familier avec soi-même. Hein, ça ne veut Mm. pas dire n'avoir aucune pensée et se tenir dans une position comme ça extrêmement inconfortable. Pas du tout. Hein, on est toujours. Moi, ce que j'aime, c'est la douceur, le confort, que tout le monde se sente bien. C'est tellement, tellement important. On n'accède pas au changement et à la transformation si on n'est pas bien et à l'aise, d'accord? Donc la méditation pour revenir à soi. Ensuite, on va évidemment travailler les parties, la rencontre avec nos parties intérieures. On va le faire avec des sessions collectives, en groupe, ou des sessions à deux ou à trois, hein, pour faire les choses de façon un petit peu différente. Et on va prendre comme ça l'habitude de faire ça, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à cinq fois. D'accord? Et puis, on va avoir ensuite la partie très importante de l'intégration. Euh, je ne vous ai pas montré dans l'extrait de la séance avec François, mais évidemment, François, il avait du travail après. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une intégration à faire. Il a représenté schématiquement sur du papier les parties qu'il avait rencontrées et ce qu'elle lui avait donné comme information. Et je lui ai demandé aussi pendant un mois, tous les jours, d'aller saluer et rencontrer et passer ne serait-ce qu'une minute avec ces parties rencontrées. Ça, c'est l'intégration. OK? Mm. Et là, l'intégration dans l'accompagnement que je vous propose va passer par de l'écriture intuitive et de la représentation aussi. D'accord? Et pour terminer, à chaque fois, comme il y a reliance, ben, il y a aussi partage, partage de ce qui a été vécu. Hein. Nommer mon expérience intérieure, la partager, oser la partager avec les autres, et les autres me donnent du feedback sur mon expérience. Et c'est comme ça que nous terminons chaque session. Ouais. C'est Voilà. un vrai coaching thérapeutique, hein, et Ouais, complètement. qui est important dans le travail que tu fais et le travail que tu fais faire aux autres. Donc, si vous voulez en savoir plus hein, sur ce travail d'Annabelle, ce travail thérapeutique, vous avez des liens qui sont mis, soit du coup sur le programme intégratif en ligne, donc en groupe. C'est en visio du 23 avril au 18 juin. Hein, ça sera les mercredis hein, de 12 heures à 15 heures. Tu me dis si c'est Oui, c'est tout à fait ça. 15 jours et bien sûr sinon le stage à Toulouse si vous souhaitez être en présentiel et être eh ben, en face aussi hein, des personnes qui seront là et avec Annabelle. Euh, Comment ces programmes, en quelques mots pour terminer, c'est quoi la promesse finalement que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent? Comment ce programme-là peut aider finalement les participants à se guérir de leurs blessures relationnelles? On ne peut pas aller mieux si on ne se rencontre pas. Tout comme on ne peut pas démarrer une relation affective avec quelqu'un si on ne l'a pas rencontré. Euh, et on est plus habitué à rencontrer l'autre qu'à se rencontrer soi-même. Donc c'est ce nouveau mouvement vers soi que j'aimerais et que j'accompagne et que j'aime accompagner parce qu'il est tellement tellement enrichissant, plein de surprises, plein de cadeaux parce qu'on se découvre, on se découvre. Oui. Avant de conclure ce webinaire, j'aimerais que tu nous partages le message clé hein, que tu souhaites, avec quoi on repart finalement, et tu as envie que les personnes qui nous écoutent ce soir se couchent et se disent quoi finalement? Mhm.
Alors moi, je dis toujours, tout est réparable. Et c'est pas une formule comme ça. Bon, j'utilise pas de formule d'ailleurs. Je parle toujours vrai. Tout est réparable, c'est-à-dire les choses les plus difficiles, ou bien les choses tenaces après 35 ans de thérapie, ou bien parce que euh, on croit qu'on est un peu âgé, et que finalement on s'est résigné, ça sert à rien. Non, tout est réparable, absolument tout. Nous avons cette capacité-là et c'est tellement merveilleux. Moi, c'est quelque chose qui ne cesse pas de me rendre très heureuse, aussi parce que j'en suis témoin tous les jours. Et tout est réparable et je voudrais peut-être mettre dans votre tête cette image j'espère que je vais le prononcer correctement parce que je parle pas japonais, c'est cette technique de, de de réparation des objets japonaises qui s'appelle, je crois, le kintsugi, qui date du XVe siècle et qui, en fait, redonne vie aux objets brisés que l'on va réparer, recoller ensemble et embellir avec de la poudre d'orphin. C'est-à-dire que l'objet brisé, euh, recollé, est embelli. Il est plus beau après réparation avec ses cicatrices visibles à leur fin qu'avant, quand il n'était pas brisé. Et voilà, c'est quelque chose que je vis, auquel je crois, que j'accompagne tous les jours. Et oui, c'est cela avec lequel j'aimerais que vous vous endormiez ce soir, c'est certain. Merci beaucoup, Annabelle. Je sais que c'était un exercice qui n'était pas tout simple parce que tu es vraiment une accompagnante. Tu es vraiment quelqu'un qui va chercher la personne et on est vraiment dans ce travail thérapeutique avec toi. Et là, je t'ai proposé de faire autre chose. Et donc, je te remercie aussi d'avoir accepté ça parce que c'est toujours intéressant aussi de comprendre comment est-ce qu'on travaille. Bien sûr. Je pense que finalement, le résultat, quand les personnes vont venir ben, à tes formations, elles auront eu déjà cette appréhension, cette compréhension-là. Donc, merci d'avoir été cette femme-là ce soir, en tout cas. Je Merci à toi, Laura. la Merci casquette beaucoup. maintenant d'accompagnante. En tout cas, merci aussi à toutes les personnes qui étaient là en ligne avec nous. Merci pour vos questions. Il y a eu énormément de questions. On doit s'arrêter parce que ça fait 90 minutes quand même. Et à un moment donné, ben voilà, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir hein, de partager ce moment avec vous tous. Il y aura un replay qui sera évidemment envoyé dès demain matin par email. Et si vous voulez poursuivre, continuer, allez voir un peu le travail d'Annabelle. Sachez qu'elle a une chaîne YouTube. Donc merci à toi, merci à vous tous et on se retrouve très vite. Merci à tous. Merci, Laura. Bonne soirée.